Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à l'invincible Armada, rassemblée par le tout-puissant roi d'Espagne et de Portugal, Philippe II. En 1588, il lance contre l'Angleterre d'Élisabeth Ier une force navale titanesque. À l'époque, c'est la plus puissante flotte militaire jamais réunie, 130 navires puissamment armés. À bord, 30 000 hommes, dont un corps expéditionnaire de 20 000 soldats, qui n'ont qu'un seul but, envahir l'Angleterre. Vous voulez en savoir plus sur l'invincible Armada? Venez avec moi. La bataille n'éclate qu'en 1588, mais son origine remonte à 1585, depuis que les tensions religieuses s'étaient doublées d'une concurrence militaire entre l'Angleterre protestante et l'Espagne catholique. Bien qu'aucune déclaration formelle de guerre ne fût jamais prononcée, un véritable état de guerre existe entre l'Espagne et l'Angleterre de 1585 à 1604. Il résultait du traité signé au palais de Saint-Pareil dans le Surrey en Angleterre. À travers ce traité, l'Angleterre était tenue d'envoyer des fonds et des troupes pour soutenir les Provinces-Unies dans leur révolte contre leur souverain espagnol Philippe II, en échange d'une concession territoriale. Le soutien apporté aux insurgés par Élisabeth Ier fut considéré par le très catholique Philippe II comme une ingérence anglaise et un acte d'hostilité non dissimulé. Les confrontations directes furent rares, même si les corsaires anglais utilisent le conflit pour s'enrichir en attaquant les flottes des Indes espagnoles revenant du Nouveau Monde, débordant de richesses. La nature officieuse de la pratique des corsaires permit à l'Angleterre d'attaquer les convois principales sources de revenus de l'Espagne, sans provoquer de conflit direct entre les nations tout en infligeant de sérieux dommages aux forces espagnoles. De toute façon, l'Angleterre n'a pas les moyens de gagner militairement contre la toute-puissante Espagne. À ce grief s'ajoutait un lourd contexte de conflits religieux. Lors de la succession au trône d'Angleterre, Élisabeth Ier, fille d'Anne Boleyn et fruit du deuxième mariage d'Henri VIII, accède au trône. De confession protestante, elle était peu appréciée de l'Espagne très catholique, qui lui préférait Marie Stuart, reine d'Écosse et reine catholique. La décapitation de Marie Stuart le 8 février 1587 par ordre d'Élisabeth Ier, inquiète des multiples complots fomentés par Marie Stuart pour la faire chuter du trône d'Angleterre, achève d'envenimer les relations entre les deux pays. Prompt à limiter le soutien de l'Angleterre aux rebelles des Pays-Bas, le roi Philippe II d'Espagne décide d'envahir l'Angleterre. L'exécution de Marie Stuart donne à Philippe II l'occasion de prétendre au trône d'Angleterre, puisque Marie Stuart l'avait désigné comme successeur dans son testament, à la place de sa demi-sœur Élisabeth Ier. De plus, le pape, Sixte Quint, soutenait l'invasion. Celui-ci, pensant que supprimer un monarque protestant du trône d'Angleterre valait bien une croisade. Le pape s'engage même à accepter de soutenir la personne que Philippe II désignerait à la tête de l'Angleterre. Une invasion de l'Angleterre était un projet ambitieux, demandant de longs préparatifs. Le plan initial était d'envoyer une énorme flotte, l'invincible Armada, jusque dans la Manche pour qu'elle rejoigne les forces terrestres situées dans les Flandres, commandées par Alexandre Farnèse, duc de Parme. Cela demandait de communiquer sur de très longues distances. En plus de cela, le simple fait de rassembler une armada de cette taille posait de sérieux problèmes logistiques. L'armada espagnole était commandée par Alvaro de Bazman, marquis de Santa Cruz, qui commence à rassembler ses forces en 1587. Par nécessité, les vaisseaux furent déployés dans différents ports, ce qui rend difficile la conservation du secret autour des préparatifs. L'Espagne était à cette époque principalement une puissance terrestre, dont la grande armée avait acquis de l'expérience en combattant dans les Pays-Bas. Sa marine, néanmoins, n'était pas aussi expérimentée et efficace. D'un autre côté, l'Angleterre n'avait pas d'armée régulière, se basant sur une milice de défense nationale et mobilisant les forces pour le service outre-mer en fonction des besoins, mais elle possédait néanmoins une marine expérimentée. Ainsi, les Espagnols pouvaient passer la marine anglaise et faire accoster leurs troupes, ils avaient de grandes chances de réussite, alors que les meilleures chances de victoire anglaise étaient en mer. La supériorité de la marine anglaise fut démontrée une fois que la guerre éclate en 1585. Sir Francis Drake navigue vers les Indes occidentales en septembre 1585 avec 25 navires. Lors de sa descente des Indes,
Ces forces causent des ravages dans les Caraïbes, capturant et pillant les grandes cités de Saint-Domingue, maintenant en République dominicaine, et de Carthagène des Indes, en Colombie. Peu de temps après son retour, Francis Drake prend à nouveau la mer au début des années 1587, menant un raid sur Cadix. La force anglaise possède de si grandes qualités de navigation qu'elle fut capable de manœuvrer dans les confins des ports, de lancer des attaques et de s'enfuir à peu près sain et sauf. L'expédition de Sir Francis Drake détruit aussi plusieurs forteresses espagnoles et capture une armada des Indes, infligeant un lourd retard dans les préparatifs de l'invincible armada et une profonde humiliation au roi d'Espagne et à sa marine. Les Espagnols se mirent à chasser, mais furent pris dans des grosses tempêtes et finirent par rentrer au port, où Alvaro de Bazman meurt de maladie. Son remplaçant fut l'inexpérimenté duc de Medina Sidonia, don Alvaro Pérez de Guzmán y Bueno, qui n'a jamais pris la mer et n'a jamais commandé un navire. Les préparatifs se poursuivent, et en 1588, l'invincible armada est prête. Dès la formation de l'Union ibérique en 1581, suite à la disparition de Sébastien Ier le 4 août 1578 et la mort du cardinal roi Don Enrique, Philippe II s'empare du Portugal en remportant une victoire sur le prétendant Don Antonio à la bataille d'Alcantara. À partir de 1588, les Hollandais transportent la révolte dans les domaines maritimes espagnols. L'Empire portugais, sans autonomie, est forcé principalement de colonies côtières, susceptibles d'être prises une à une, est devenu une cible facile du fait de son union avec l'Espagne. Dès l'Union ibérique, le Portugal est entré automatiquement en guerre contre les Pays-Bas, tout comme avec l'Angleterre. Le conflit entre les royaumes d'Angleterre d'Élisabeth Ier, des partisans de Don Antonio et de l'Espagne de Philippe II, puis de Philippe III, s'étale de 1585 à 1604. Plusieurs affrontements entre l'Angleterre et l'Espagne ont suivi au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Pendant les préparatifs de la constitution de l'invincible armada en Espagne et au Portugal, les 29 et 30 avril 1587, dans le contexte de la guerre anglo-espagnole et de l'aide apportée à Don Antonio, le corsaire anglais Sir Francis Drake fait une incursion à Cadix et détruit ou emprisonne 37 navires selon lui-même, 24 selon d'autres témoignages. Certains déjà chargés de ravitaillement pour l'invincible armada. La stratégie du dragon des mers consiste, non pas une conquête, mais bien à affaiblir la puissance de l'Espagne en ravageant les côtes et les navires, forçant le souverain Habsbourg à de nouvelles dépenses. Après avoir quitté Cadix, la flotte de Drake a mis le cap le long de la côte sud-ouest de l'Espagne et du Portugal, détruisant tous les navires qu'il trouve sur son passage, y compris les bateaux de pêche. Cette stratégie doit empêcher la constitution rapide d'une immense armada, tout en limitant le nombre des navires à disposition de Philippe II. Mais à partir du 14 mai, Sir Francis Drake change de tactique, peut-être pour établir une tête de pont dans un éventuel débarquement de Don Antonio. Le corsaire de la Reine débarque avec 1000 hommes à Lagos dans l'Algarve portugaise pour s'emparer des forteresses de Sagré, la Valliera, Belich et Cap Saint-Vence. Le passage des armes blanches aux armes à feu n'était pas achevé en 1588. Toutefois, l'infanterie armée de mousquets formait déjà l'épine dorsale de nombreuses armées, dont celle de l'Espagne. Ce soldat d'infanterie porte plusieurs cartouches de poudre déjà préparées dans des pots de terre cuits, accrochés à sa ceinture, ce qui accélère la procédure de charge. Son arme est un caliver, dérivé du français calibre, une version plus légère de l'arquebuse. Bien que les armes à feu fussent déjà importants, les combats au corps à corps étaient toujours très fréquents, et le soldat arborait donc un sabre. Il était protégé par un juste-au-corps en cuir ou rembourré et un casque de bronze. L'invincible armada espagnole prend la mer le 28 mai 1588. Elle était composée de 138 navires. La plupart d'entre eux étaient des navires marchands armés. Cela n'était pas inhabituel à l'époque. Il n'y avait que peu de différence entre la construction d'un navire marchand et celui d'un navire de guerre, bien que le galion fût plus lourdement armé. Toutefois, il était difficile d'armer convenablement tous les navires. Certains ayant été achetés à des particuliers, ils n'étaient pas prévus pour soutenir une bataille. Les galions de l'Espagne avaient de hauts châteaux à l'avant et à l'arrière, et c'était de là que s'élançait leur grand contingent de soldats, alors que le canon était utilisé principalement pour forcer les navires ennemis à prendre une position défensive.
avant de s'approcher, passer à l'abordage et combattre au corps à corps. Les galions étaient des vaisseaux peu manœuvrables, prompts à se retourner et impossibles à manœuvrer très près du vent. Si de telles embarcations s'étaient montrées efficaces lors des guerres précédentes, elles commençaient néanmoins à devenir obsolètes. L'invincible Armada était composée d'un équipage de 8000 marins avec 19 000 soldats à bord. Elle embarque une force de 30 000 soldats supplémentaires sous le commandement d'Alexandre Farnèse, duc de Parme, pour les emmener jusqu'en Angleterre. S'ils transportaient un aussi grand nombre d'hommes, c'est que les Espagnols considéraient la guerre sur mer comme une extension d'un conflit terrestre. Leurs intentions étaient de se rapprocher des navires ennemis anglais pour y lancer des grappins et les enlever ensuite à l'abordage. Les Anglais avaient une toute autre stratégie. Les forces anglaises comprenaient aussi des navires marchands en plus de 24 galions, mais bien supérieurs à ceux des Espagnols. Les vaisseaux anglais étaient conçus comme de véritables navires de guerre, plutôt que comme des plateformes maritimes de transport de troupes. Ils étaient plus bas, puisqu'ils ne possédaient pas de hauts châteaux. Les châteaux de la proue étaient presque inexistants, alors que ceux de la poupe étaient considérablement réduits. Plus important, les bateaux anglais avaient des profils plus fins que ceux de leurs adversaires espagnols. En d'autres termes, ils étaient plus étroits et plus rapides. En plus d'augmenter la vitesse, les dimensions anglaises offraient également un plus long pont-batterie sur lequel montaient des canons. Le pont-batterie inférieur des plus larges galions anglais était abondamment garni de canons moyens et gros calibre, dont 7 canons de 18 livres, connus sous le nom de coulevrines. De chaque côté, avec des canons de 5 livres dits stackers, ou de 9 livres dits demi-coulevrines. Sur le pont principal, en plus de cela, les navires étaient équipés d'un certain nombre de canons antipersonnels plus petits, appelés robines, et fonqueneaux. Les navires anglais étaient ainsi plus rapides et plus manœuvrables que ceux de leurs adversaires espagnols, ce qui leur permettait d'éviter d'être agrippés et abordés lorsqu'ils actionnaient leurs canons. Ils étaient conçus pour être des plateformes mobiles d'artillerie plutôt que des tours de siège flottantes, comme ceux des générations précédentes. Ils comptaient ainsi sur leur puissance de feu et leur rapidité pour l'emporter sur les navires espagnols, plus lourds et plus lents, en les prenant de vitesse. À cette époque, cette nouvelle approche de construction navale n'avait pas encore été testée en opération. Les Anglais mettaient en jeu la défense de leur nation en misant sur un concept qui n'avait pas encore fait ses preuves. Aux commandes de la flotte anglaise se trouvaient des équipages et des officiers professionnels et spécialisés, alors que le commandement des navires espagnols était partagé entre des officiers de terre et des marins, entre lesquels la prééminence n'était pas clairement établie. C'est le Lord Grand Amiral Charles Howard, comte de Nottingham, qui commande l'ensemble des opérations anglaises. Sous ses ordres se trouvaient 3 commandants d'escouade, Sir Francis Drake, Martin Forbiner et John Hawking. Ce dernier, en tant que trésorier de la Navy, avait été un personnage très important dans la création d'un nouveau type de navire de guerre, dont 18 avaient été construits lors de la première phase de production. Il y a quelques incertitudes quant au point de rendez-vous et au moment exact où les soldats du duc de Parme arriveraient. Élisabeth Ier était convaincue que ce serait dans l'Essex, et il y avait placé son favori, Robert Dudley, comte de Leicester, avec le gros de l'armée anglaise. Il ne restait que 4000 recrues, mal équipés, pour garder la côte du Kent, où précisément le duc de Parme voulait débarquer. Mais avant cela, il fallait passer les eaux grises de la Manche. L'invincible Armada quitte la Corogne au nord de l'Espagne mi-juillet sous le commandement du duc de Medina Sidonia. Sous les ordres du duc de Parme, l'invincible Armada reçut pour instruction de mouiller l'ancre au large des côtes hollandaises et d'attendre son arrivée pour passer les navires anglais postés dans la Manche. Les 19 et 21 juillet, les Espagnols affrontent une mer agitée. Avertis par des signaux lumineux, les commandants anglais furent informés le 19 juillet que les Espagnols naviguaient au large de Cornwall, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Les Anglais essayent de sortir en mer pour les rejoindre, mais ils furent eux-mêmes ramenés vers leur côte par des vents violents. Il était impossible de les intercepter à cause des mauvaises conditions climatiques. Dans la nuit du 30 au 31 juillet, la flotte anglaise menée par Howard et constituée de 64 navires sort du port de Plymouth et se mit en formation de bataille, Sir Francis Drake restant près de la côte.
L'armada espagnole, dirigée par le duc de Medina Sidonia, adopte une formation en arc de cercle, avec 2 ailes d'environ 20 navires et d'une force centrale de 36 galions, protégeant le corps principal formé de navires marchands et commandé par Medina Sidonia en personne. L'aile gauche était confiée à Don Alvarez Martinez de Leiva et l'aile droite à Don Juan Martinez de Recalde. Cette formation résiste aux attaques anglaises au large d'Easton et de Portland. Le 4 août, les Espagnols atteignent l'île de Wight, au large des côtes du sud de l'Angleterre, avec l'ensemble de leurs forces. Leur objectif était de permettre à leur puissante aile de frapper n'importe quel vaisseau qui essaie d'attaquer les bateaux les plus vulnérables du groupe central. Néanmoins, les qualités de navigation des Anglais, supérieures à celles de leurs adversaires, les empêchèrent de choisir la distance et la nature de chaque affrontement. La flotte anglaise prend l'avantage, se mettant dans le vent face aux Espagnols et suivant l'invincible armada remontant la Manche. Une bataille peu intense s'ensuivit. Le plan des Anglais était de rester dans cette position, c'est-à-dire de conserver l'avantage du vent et de détruire l'armada grâce à leur meilleur armement. Néanmoins, malgré une grande débauche de tirs et de poudre, les résultats escomptés ne furent pas atteints. Les navires de guerre de l'invincible armada essayent de virer de bord et d'attaquer les Anglais, qui se mettent hors de portée pour attendre des renforts. Incapables de s'approcher à portée de canon, les galions espagnols rejoignent le reste de l'invincible armada et avancent, mais pas sans incident. Le galion Nostra Señoria del Rosario, l'un des vaisseaux amiraux de l'escouade, fut impliqué dans une collision avec un autre navire. Il perd son beaupré, mais fut capable de combattre jusqu'au matin suivant, lorsqu'un soudain changement de vent fait s'effondrer son mât, qui manquait de soutien des étais du beaupré perdu. Laissé par l'invincible armada à l'arrière, avec une petite escorte, le Nostra Señoria del Rosario fut capturé par le vaisseau amiral de Sir Francis Drake, le Revenge. Le Galio San Salvador, endommagé par une explosion accidentelle de poudre, fut également pris. Pendant ce temps, Lord Howard, avec seulement 3 navires, s'éloigne de la flotte pendant la nuit et se trouve en danger à l'aube, à portée des canons de la principale force espagnole. Les qualités de navigation des marins anglais leur permettent de s'enfuir de la zone couverte de navires espagnols et de rejoindre le gros de la flotte anglaise. Le duc de Medina Sidonia essaye de s'ancrer dans des eaux protégées au large de l'île de Wight, mais il en fut empêché par de nombreuses attaques anglaises fructueuses. 2 de ses galions s'échouent, mais le reste de la flotte regagne la haute mer et l'invincible armada fut capable de reprendre le combat. Elle atteint finalement la région de Calais dans le nord de la France et mouille au large de Dunkerque. Les 2 camps avaient des raisons jusque-là d'être déçus. Les Espagnols espéraient s'emparer de l'île de Wight pour s'en servir de camp de base. Ils avaient échoué. Les Anglais n'avaient pas plus impressionné que cela l'invincible armada, malgré les durs combats et la poudre commençait à manquer. La formation défensive des Espagnols se montrait extrêmement efficace, et leurs navires, bien que dépassés, étaient plus solides que les navires anglais, et les canons anglais ne pouvaient percer les coques espagnoles. Plus d'une fois, un vaisseau dont le propre vaisseau amiral du duc de Medina Sidonia, le San Martin, s'était retrouvé isolé à cause des difficiles conditions de navigation. Entourés par les bateaux anglais, les navires vulnérables résistent aux lourdes attaques jusqu'à ce que d'autres navires espagnols viennent porter secours. À ce moment-là, les Anglais se retirent pour rester hors de portée des canons espagnols. Néanmoins, la position tactique des Espagnols était fragile. L'armée du duc de Parme n'était pas prête à embarquer sur les navires de l'invincible armada avant 10 jours. Et dans tous les cas, les ports tout proches de Dunkerque étaient bloqués par les forces navales hollandaises qui se faisaient elles-mêmes appeler les gueux de la mer. La menace représentée par la flotte anglaise rend impossible aux unités navales espagnoles de les faire partir. Alors que l'invincible armada était positionnée en face de Dunkerque, Howard réunit à son bord un conseil de guerre dans la matinée du 7 août, où il fut décidé de lancer une attaque de 8 brûlots, espérant ainsi amener l'invincible armada à s'approcher et à la détruire. Des vaisseaux transportant des barils de poudre et chargés d'un mélange hautement inflammable de goudron et de poids furent envoyés dans le sens du vent sur les forces espagnoles. Normalement, des navires de fortune étaient utilisés pour faire office de brûlots, mais la flotte anglaise, manquant de temps pour préparer d'autres bateaux,
furent forcés d'utiliser, à la place des vaisseaux de bonne qualité, il fallait des nefs solidement et des grandes qualités de marins pour venir à bout d'une attaque de brûlots. Si les brûlots pouvaient être interceptés à temps, ils pouvaient être remorqués loin de la flotte, bien que cette méthode fût dangereuse étant donné la possibilité d'une explosion imminente. 2 des 8 brûlots anglais furent interceptés de cette manière, mais les 6 autres réussissent à passer. La grande taille des brûlots anglais fait craindre aux Espagnols qu'il s'agisse de Hellburner, des vaisseaux explosifs, une variante du brûlot habituel qui était chargé d'une grande quantité de poudre à canon et qui pouvait exploser à tout moment, causant de terribles dégâts. 2 de ces vaisseaux avaient été utilisés lors du siège d'Anvers, et leur effrayante réputation s'ajoutait aux effets déjà perturbants des attaques de brûlots. Bien qu'une partie de la flotte espagnole resta en position, un grand nombre de vaisseaux furent forcés de couper leurs amarres pour échapper à l'attaque, créant une grande confusion parmi l'armada. L'explosion, la fumée et l'incendie furent aussi spectaculaires que terrifiants. Un vaisseau espagnol fut incendié, mais les principaux effets de l'attaque étaient de briser le moral de l'adversaire et de créer la panique. Des navires embrasés, se précipitant sur une armada ancrée, causent une consternation considérable, et l'invincible armada se retrouve en difficulté, se voyant obligé de lever l'ancre pour retourner au large dans les basses eaux des Flandres, où les Anglais, à leur avantage, étaient parvenus à se glisser. Alors que l'invincible armada luttait pour reprendre sa formation, elle fut menée progressivement vers l'est par les vents. Au large de Gravelines, elle fut forcée de faire halte, les côtes hollandaises devenant terriblement dangereuses à partir de cette zone. Les Anglais avaient maintenant la possibilité d'entamer un combat décisif. Ils savaient désormais comment battre leurs adversaires. Jusque-là, ils étaient restés en retrait et avaient tiré depuis une longue distance, technique qui s'était montrée inefficace. Pour avoir une chance de perforer les épaisses coques des navires espagnols, les Anglais devaient tirer à une distance de 100 mètres. Mais c'était une méthode risquée, puisque les Espagnols voulaient s'en approcher, afin de les agripper et de passer à l'abordage. Néanmoins, en maintenant une position avantageuse face au vent et en faisant usage de leur bonne capacité de navigation, les Anglais furent capables de s'approcher, de tirer sur les Espagnols et de se retirer dans une zone plus sûre. L'artillerie espagnole était largement inefficace pour plusieurs raisons. Leurs canons étaient en bronze et tiraient plus lentement que les canons en fer des Anglais, et leurs équipages n'étaient pas assez entraînés. En effet, la méthode espagnole était de tirer une fois, puis de se ruer pour rejoindre un éventuel combat d'abordage. Contre certains adversaires, cette méthode pouvait être efficace, mais les navires anglais étaient bien trop manœuvrables pour se faire prendre de cette façon. En plus de ces désavantages tactiques, la position sous le vent des Espagnols signifiait que leurs tirs, qui les frappaient, touchaient le plus souvent des zones qui étaient sous la surface de l'eau, quand le vaisseau ne penchait pas plus à cause du vent, et que leurs canons pointaient la plupart du temps vers le ciel pour la même raison. La bataille dura 9 heures, les estimations des pertes varient, mais on s'accorde pour dire que pas plus de 11 navires espagnols furent coulés dans la bataille. Bien plus furent endommagés et l'invincible armada fut repoussée vers la mer du Nord, où les Anglais, bien que n'ayant presque plus de munitions, la poursuivent jusqu'au fleuve de Forth en Écosse. Les Anglais n'étaient pas sûrs que la menace fût passée. Une armée anglaise fut rassemblée à Tilbury en cas d'invasion par la Tamise. La reine en personne rend visite à son armée pour y délivrer un discours inspiré, resté célèbre. Mais dans la réalité, les encouragements royaux n'étaient pas nécessaires. La menace d'une invasion était repoussée. Le discours de la reine fut le suivant. Mon peuple bien-aimé, des conseillers soucieux de ma sécurité m'ont mis en garde de paraître devant mes armées par crainte d'une trahison. Mais je vous l'assure, je ne veux pas vivre en me méfiant de mon peuple fidèle et bien-aimé. Que les tyrans aient peur. Quant à moi, j'ai toujours placé en Dieu ma plus grande force et ma sûreté dans les cœurs loyaux et la bienveillance de mes sujets. Je suis résolu à vivre et à mourir au milieu de vous tous, au cœur, dans la chaleur de la bataille, et pour mon Dieu, pour mon royaume et pour mon peuple, à coucher mon honneur et mon sang même dans la poussière. Je sais que mon corps est celui d'une faible femme, mais j'ai le cœur et l'estomac d'un roi et d'un roi d'Angleterre. Je me moque que le duc de Parme ou n'importe quel prince d'Europe ose envahir les rivages de mon royaume. Dans cette occasion,
Je préfère risquer mon sang royal que d'encourir le déshonneur. En manque de provisions et d'eau potable après un long périple éreinté par des combats constants et défaites lors de la bataille décisive, l'invincible Armada ne peut rejoindre le combat, et le duc de Medina Sidonia prend la seule voie qui lui restait ouverte, retourner en Espagne en contournant l'Écosse. Luttant à travers des eaux méconnues, avec des bateaux endommagés par les combats et manquant de provisions, l'invincible Armada rencontre une série de tempêtes qui détruit de nombreux navires. Les bateaux qui avaient coupé leurs amarres lors de l'attaque des brûlots ne purent mouiller l'ancre dans des eaux protégées, et même ceux qui le purent souffrent terriblement. Au final, seulement 67 navires et 10 000 hommes réussissent à rejoindre l'Espagne, la plupart souffrant de maladies et de malnutrition. La guerre non déclarée se poursuit jusqu'en 1604, épuisant le trésor du royaume d'Espagne comme celui d'Angleterre. Bien que politiquement indécise, la guerre fut extrêmement significative sur le plan militaire, puisqu'elle montre la supériorité des navires militaires anglais plus facilement manœuvrables et plus puissants sur les vieux vaisseaux espagnols. Jusque-là, les abordages avaient été le principal technique pour prendre le dessus lors des batailles navales. Mais à partir de 1588, il devient évident que le canon allait désormais arbitrer les victoires. L'Espagne entreprend une révolution navale après la défaite de son invincible armada et devient rapidement capable de protéger son armada des Indes et ses possessions outre-mer. L'Angleterre, quant à elle, s'établit comme une puissance maritime prééminente, entrant dans une ère de domination des mers qui permet la création de l'Empire britannique. Comme on l'a vu, encore aujourd'hui, on pense à tort que l'invincible Armada a subi une brutale et terrible défaite en ce 8 août 1588, lors de la bataille de Gravelines, devant la fougue, le courage et l'extraordinaire habileté de la marine anglaise. David, qui a de nouveau vaincu Goliath, et pourtant, dès 1589, une autre armada prend la mer contre l'Angleterre. 3 autres encore suivront, tous sans succès. Certes, la magnifique, la terrible et l'invincible armada de Philippe II a bel et bien été vaincue, mais au final, bien plus par les tempêtes, les maladies et les graves erreurs de commandement que par les canons anglais. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.